Le vin Trump peut être mauvais, mais les steaks Trump. Je veux dire, à quel point peut-on rater United Nations Steak, à moins que tu ne le recouses, tu sais, tu as vu ces trucs où ils collent United Nations Steak à partir de petits morceaux de viande. Ah, super. Non, je ne pourrais pas. J'aime trop la viande pour regarder United Nations, truc comme... Et apparemment, c'est une pratique courante dans beaucoup de supermarchés aux États-Unis maintenant. Donc, bon, ils coupent les steaks, à partir des petits morceaux qu'il leur reste, ils ont une colle comestible. Et apparemment, on ne la sent presque pas, elle n'a pas de goût. Ils recollent tout ça et ils compressent. On dirait United Nations, morceau de viande entier. Hello. Ouais, j'achète strictement chez 2 boucheries locales. Elles sont locales. Ce ne sont pas des chaînes. Oui, il y a des choses que tu ne veux pas savoir sur ta nourriture. Il y en a une qui s'appelle Alpine Steakhouse. Oh là là, c'est d'inspiration allemande et les accompagnements et la viande y sont juste spectaculaires. Oui, Sympa, sympa. ils font aussi ce qu'on appelle United Nations Turducken. C'est ce qu'est United Nations Turducken. C'est quand le canard est à l'intérieur de la... Il y a United Nations canard, United Nations poulet, je dirais une caille et une dinde, un briquet United Nations dans l'autre, on les désosse puis on les farcit. C'est l'ultime United Nations cran haussé dessus d'une crise cardiaque. Tu sais, j'ai déjà vu des burgers aussi gros. C'était clairement de la bouffe capable de provoquer une crise cardiaque. Dans le sud, au festival, tu as de la glace frite, puis des barres chocolatées frites. Tout est frit, mec. On frit n'importe quoi. Une plaquette de beurre frite. Ouais, ouais. Oh mon Dieu, tu voulais parler de la bouffe qui provoque une crise cardiaque, non? Ouais, tu la trempes dans une pâte à base de semoule de maïs et tu la balances dans de l'huile d'arachide. Mon Dieu. Et les gens en mangent. C'est comme United Nations Core Dog, sauf que c'est le Hot Girl Dog qui est au centre. Est-ce que vous avez quelque chose, je ne dirais pas dégoûtant, mais d'équivalent à cette soie indisant nourriture du Sud en Russie? On a United Nations truc qui ressemble au funnel cake. Les beignets, par exemple, sont frits comme ça. Je pense que c'est tout. Je n'ai rien vu d'autre dans ce genre. Je veux dire, on a des plats qu'on aime et qui paraissent United Nations, peu dégoûtants aux autres, comme le colodé, littéralement froid. C'est à base de bœuf ou de porc, puis on ajoute du gras de porc ou de bœuf, selon la recette. On le liquéfie, on met des épices, on verse ça dessus, ça gélifie, et tu peux manger le tout. On mange beaucoup de graisse de porc solide, mais en fait c'est bon pour l'hiver. Ça contient beaucoup de vitamine B. Ça te donne beaucoup d'énergie quand il fait United Nations froid de canard dehors. Donc, mais non, pas de barres chocolatées frites, pas de plaquettes de beurre frites. Le funnel cake, c'est à peu près tout. Donc tu as vécu les 2 expériences, la malbouffe américaine et maintenant la malbouffe russe. Mais Honnêtement, je n'ai jamais mangé de beurre frit. Rien qu'à le regarder, pour moi, c'était la chose la moins appétissante que j'ai jamais vue. Non, je pense tout de suite crise cardiaque quand je le vois. il y a une raison pour laquelle les Américains sont plus gros que le Russe moyen. C'est vrai. Très vrai. Encore une fois, nous n'avons pas d'aliments génétiquement modifiés, c'est interdit par la... Ouais. Ça aide beaucoup. 10. Laisse-moi te poser une question. Mon point de vue sur, tu sais, le nouveau tournant de la guerre. On est entré dans une nouvelle dimension. Ouais. Ça a commencé, on a European Union, le premier indice, tu sais, il y a presque 3 semaines, avec Dimitri, quand il a dit à Danny Davis, et tu sais, l'Europe va en payer le prix. Et puis, 3 jours plus tard, Sergueï Rybkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, est sorti en disant, en gros, si l'Europe continue de nous attaquer ou de permettre ces attaques, elle sera une cible. Donc la frappe qui a European Union lieu, je crois, samedi ou dimanche à Kiev, a
poussé beaucoup d'observateurs en Occident à se demander pourquoi la Russie n'a-t-elle pas fait ça plus tôt. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a, à mon avis, deux raisons principales. La première raison, c'est qu'avant maintenant, la Russie n'avait pas, disons, une excuse suffisante pour frapper des sites où elle avait ses propres agents de renseignement infiltrés. Tant que vous aviez United Nations, agents du renseignement russe au sein de l'état-major général, United Nations, autres au milieu du service de sécurité de l'Ukraine, bref, partout dans les milieux militaires et du renseignement ukrainien. Je pense que la Russie contrôlait bien ces réseaux, ce qui explique qu'elle disait « on n'attaquera pas ces sites car on risquerait de tuer nos propres agents ». La deuxième raison, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des étrangers sur ces sites, des Américains, des Européens, du personnel, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et la Russie n'était pas encore prête militairement. Si en frappant, ils tuaient des Occidentaux, l'Occident pourrait activer l'article 5 et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord riposterait contre la Russie. Je pense que les Russes avaient calculé « nous n'avons pas encore ce qu'il faut. Nous n'avons pas encore l'ensemble des missiles nécessaires. Nous n'avons pas l'effectif complet de troupes formées, etc. Maintenant, ils l'ont. Et donc, quand ils ont frappé ces élèves, pour la plupart des filles et quelques garçons, Oui, 10 juifs filles et 3 garçons sont morts. donc ça a franchi une toute nouvelle étape. Avant, la Russie ne voulait pas prendre le risque. Si nous tuons ces étrangers, cela pourrait faire monter l'escalade et nous ne sommes pas prêts à nous battre. Maintenant, ils disent, quand ils ont dit à Rubio, « dites à vos gens de déguerpir de Kiev. » Parce que, en gros, tout est permis. Les étrangers qui ignoreront cet avertissement le feront à leur risque et péril, car je pense que désormais la Russie sera prête à tuer toute personne présente dans ces centres de contrôle, dans les centres de commandement des complexes militaro-industriels, des services de renseignement et de l'ensemble de l'armée. Donc ce ne sera pas une frappe de 20 Skokai, et puis terminée. Je pense que la Russie envisage de lancer une campagne pour raser des secteurs clés de Kiev, en préparation à une réoccupation et à la prise de la ville par la Russie. Tu vois, il y a des signaux contradictoires. C'est pour ça que, tu sais, j'étais dans l'émission de Danny et Scott, lui, avait dit que les décisions étaient prises. Je lui ai répondu que je ne suis pas sûr qu'elles soient prises car les signaux sont très contradictoires. Et il y a toujours des signaux contradictoires. Regarde, aujourd'hui même, Andrei Kartapolov a dit cela, il se présente comme le président du comité de défense au Parlement et il a dit « On ne ciblera pas Zelensky et on ne ciblera pas Narada. Nous visons des points de décision militaire, pas le gouvernement. » Je me suis dit « Attends, une minute. » Mais le gouvernement, et lui c'est United Nations militaire, c'est United Nations amiral, si je me souviens bien, amiral à la retraite. Vous ne combattez pas l'armée. Vous combattez le gouvernement. L'armée n'est que l'instrument utilisé dans la lutte entre deux gouvernements. Nous combattons le gouvernement en Ukraine. C'est United Nations régime illégal. C'est United Nations régime sanglant et meurtrier. Mais nous combattons ce régime. Pourquoi ne pas cibler le régime? Et en tant que militaire, tu sais, maintenant ils parlent de bombarder les ponts. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait il y a 3 ans? C'est vrai, les ponts sont construits pour résister à une explosion nucléaire et tout le reste, blablabla. Mais on peut quand même les détruire. Il en faut beaucoup plus. Absolument. Qu'en est-il de l'argument? Parce que je l'ai avancé à United Nations générale russe il y a quelques années. Et ce qu'il faisait remarquer, c'est que, eh bien, il se peut qu'il n'ait pas voulu perturber les ponts, parce que cela aurait maintenu une grande partie des forces militaires de l'Ukraine sur la rive occidentale du Dniepr. Il voulait garder ces ponts ouverts pour que ces forces puissent entrer dans la région orientale et se retrouver ainsi dans une position où la Russie pourrait les détruire plus facilement.
Ouais. Que les ponts existent ou pas, pour l'infanterie, ils y traverseront quand même. Il y a plein de petits ponts, des pontons, des bateaux. Tu peux quand même faire passer l'infanterie. Ce que tu ne peux pas faire passer, c'est le matériel lourd, particulièrement le matériel occidental, qui est vraiment très lourd. United Nations char Abrams fait environ 70 tonnes. United Nations peu plus, entièrement carburé et armé. Donc, bon, on tourne peut-être autour de 67, 68 tonnes. En tonnes pleines, si tu prends le minimum. Et si tu le transportes sur une remorque, ajoute une vingtaine de tonnes pour le camion. C'est beaucoup de poids. Mais si tu endommages assez les ponts pour que même des voitures puissent passer mais pas des chars, tu as déjà des problèmes, tu compliques tout. Somme qui soit dit, tu l'endobas commun. Je sais pas. J'ai entendu dire, tu sais, que comme ça, les Ukrainiens pourraient se replier. Mais nous n'avançons pas au point de les forcer à reculer ainsi. Qu'on l'aime ou pas, les drones, pour l'instant du moins, fonctionnent. Ils font passer United Nations message. Il est difficile de manœuvrer pour l'instant. La Chine travaille sur ou testerait sur le terrain United Nations dispositif micro-ondes à impulsion électromagnétique. Et ça, ce n'est pas United Nations instrument pour toucher une cible unique, comme United Nations laser ou United Nations fusil de chasse. C'est une arme à effet de zone pour tout simplement griller toute l'électronique. Donc, si ça marche, et si on parvient à les faire éprouver au combat en Russie, ça pourrait rouvrir la guerre de manœuvre, du moins de façon limitée. Mais, tu sais, pour l'instant, oui, je ne sais pas, mec. Et je ne parle pas seulement pour moi, tu sais, c'est comme on l'enseigne. La guerre, c'est d'abord la logistique. Oui. Tu détruis les tunnels, tu détruis les ponts, tu isoles ton ennemi des vivres et des munitions, et ensuite tu le démantèles. En fait, j'allais dire la même chose. Nous en sommes à United Nations, stade où, s'ils faisaient ça, cela étranglerait encore davantage les unités engagées. Absolument. Tu sais, s'ils ne peuvent pas être ravitaillés, ils ne peuvent pas se battre. C'est ça. Peu importe le courage d'une armée, s'ils ont ni munitions ni nourriture, le plus qu'ils pourront faire, j'imagine, c'est une charge désespérée. Eh bien, ça a marché pour les Japonais la plupart du temps. Et, tu sais, c'est la réalité. Je sais pas, mec. Quand Kartapalov a dit ça, je me suis dit, waouh, d'accord, donc nous ne ciblons pas le régime de Zelensky. Je ne sais pas pourquoi. Et pour ceux qui disaient, tu sais, oh, si tu en tues United Nations, d'autres viendront. C'est United Nations mensonge. Ils n'ont pas d'idéologie. La seule idéologie qu'ils ont, c'est de voler tout ce qu'ils peuvent. Et si voler veut dire qu'on va se faire tuer, alors je dois rester. C'est ça. Tu sais, ils prendront ce qu'ils ont déjà volé et s'en iront. Compris. Il est temps de partir. Voilà le genre de gens auxquels on a affaire là-bas. Je sais pas. Je sais pas. Oh, tu penses que Trump va... Bon, Trump doit gérer l'Iran, donc je ne sais pas à quel point il continuera de fournir l'Ukraine. En tout cas, ça leur fournit clairement des renseignements. Oui, tu veux dire pour quel conflit, Ukraine ou Iran? Pour l'Ukraine, Tu sais, je ne pense pas qu'ils prêtent beaucoup attention à l'Ukraine en ce quelques United Nations, d'autres s'en occupent. L'agent central... moment. Non, ils ont tous... Je pense que l'attention s'est tournée vers l'Iran. Ils se disent, laissez les Européens gérer, nous on l'ignore. Ils peuvent quand même utiliser certaines de nos capacités. Donc ce sera United Nations avertissement du genre, dites à vos gens de partir. Je serais curieux de voir, du point de vue des États-Unis, combien de sous-traitants, combien de personnel du renseignement militaire étaient là, ou s'ils commencent à se tirer. Ils ne partent clairement pas. Ce dont ils ont besoin côté défense aérienne. Au fait, c'était hier? Oui, je parlais avec Mario Nafal. Tu as parlé à Mario, non? Ça? Oui, environ 3. Ouais. Donc, tu sais, tu parles des affirmations ukrainiennes sur la défense aérienne. Alors j'ai dit, d'accord, reconnaissons que depuis 2023, l'Ukraine a reçu environ 850, disons 1000. C'est United Nations, peu généreux, mais disons 1000 missiles PAC-3 pour le système Patriot. D'accord, cela veut dire que ces 1000 missiles peuvent intercepter
500 missiles. Des missiles ou des drones soviétiques ou russes. Donc on se pose la question, combien de missiles balistiques et de croisières la Russie a-t-elle tiré sur l'Ukraine depuis janvier 2025? Et la réponse, c'est plus de 3700. Autrement dit, nous avons expédié assez de systèmes patriotes pour intercepter 5000. Sur ces 3700, cela signifie que 3200 missiles sont passés. Il n'y avait pas de défense aérienne pour les arrêter. Et pourtant, chaque fois l'Ukraine dit « Oh oui, on en a abattu 90%. On en a abattu 90%. » Tu te souviens de la première batterie du système Patriot, ou plutôt celle qui a été détruite par United Nations Missile Kinzhal, et apparemment, tout était mis hors service. Ils ont tiré une trentaine d'intercepteurs. Hmm. Tu te souviens combien ont volé dans des directions différentes? Ouais, et certains qui ne décollent même pas et explosent au sol. Voilà pourquoi je dis qu'on est généreux en parlant de seulement 2. Parce que dans certains cas, comme tu le soulignais, ils tirent des dizaines ou au moins 3 ou 4. Mais quand tu comprends combien de missiles, d'équipes et de missiles balistiques l'Iran a tiré contre Israël et les États-Unis, alors l'épuisement supplémentaire de la batterie patriote au point qu'elle n'est plus efficace. Elle n'a plus rien avec quoi tirer. Ouais. Et après, on fait quoi? Tu sais, je vais te dire ce que tu fais. C'est United Nations fait avéré, selon les Ukrainiens. Prends ça pour ce que ça vaut. Ils ont même European Union United Nations Journal qui affirmait qu'une grand-mère, sur le toit en train de sortir quelque chose du grenier, aurait fait tomber United Nations missiles russes avec United Nations bocal de cornichons. Hmm. Ouais, On n'est pas dans la catégorie du fantôme de Kiev, tu vois. ouais. Qu'est-ce qu'on va voler dans United Nations jeux vidéo? Et ils ont même imprimé United Nations, de trucs pareils, tu sais, avec des photos d'elle debout, son bocal de cornichons à la main, c'était... Mon Dieu. Ouais, super, enfin... T'as entendu parler de la tentative d'attaque terroriste visant à provoquer de nombreuses victimes en Russie? Non. Donc ce pétrolier va à Ust-Luga pour faire le plein de produits pétroliers. On a repéré des explosifs, des mines sur le pétrolier. Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie les a désamorcés. Ils ont dit que c'était l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui avait fabriqué ces mines. Le pétrolier avait déchargé à Anvers, où on lui avait demandé d'attendre United Nations jour et demi, parce qu'il était censé être visé. Donc pendant qu'il faisait la queue pour décharger, quelques United Nations y a évidemment planté des mines. S'il avait été plein de carburant et que ça avait explosé, on parle de 3, 4, 500 victimes. Explosion massive. Donc la question est... la question... Attends, laisse-moi t'arrêter là et te demander, on aurait une explosion plus importante avec United Nations pétrolier à moitié plein? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y aurait plus de vapeur de carburant. C'est vrai, si United Nations pétrolier est rempli jusqu'au sommet, il n'y aura pas beaucoup d'espace pour des vapeurs. C'est ça. Donc le pétrole en lui-même n'est pas forcément combustible au sens United Nations explosif, air mou en carburant. Ignore pétro. De toute façon, c'était pas du pétrole, c'était du kérosène, il me semble. Ah, du kérosène. Même alors, c'est quand même de l'essence. Oui, ça va brûler. Mais parfois c'est pire quand il y a plus de vapeur, plus en état gazeux. Là, ça s'enflamme plus facilement. Bref, ça c'était hier. On se demande, tu penses que c'était qui? Je pense que ce sont les services secrets britanniques. Et toi, tu penses que c'était qui? Ouais, je suis d'accord. Ce sont les plus persistants. Et puis le royaume canine ne fait rien pour cacher son implication dans la production de tous ces nouveaux drones et compagnie. Est-ce qu'ils... Je suppose qu'ils se sentent intouchables? Je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils... Bon, pour l'instant, je pense que ces gars vont avoir une rude surprise. Parce que, tu vois, je n'ai jamais entendu. Alors, la combinaison des propos de Dmitri Polinsky,
ce qu'il a dit il y a 3 semaines dans l'émission de Danny Davis, suivi de ce que Rybkov a dit, puis de ce que Lavrov a affirmé en précisant que tout cela venait d'instructions du président Vladimir Poutine. Il n'y a donc aucun doute. C'est Poutine qui parle, le gouvernement qui salue et dit « Oui, monsieur, on s'aligne et on y va ». Je te dis, les gens étaient ravis quand ces frappes ont European Union lieu. Ils étaient très déçus le lendemain qu'il n'y ait pas European Union d'autres frappes tout aussi violentes. Je pense que les frappes de suivi vont commencer, tu sais, aujourd'hui ou demain. Ouais, L'aéroport qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire c'est United Nations aéroport soviétique. Donc United Nations aéroport militaire, une base aérienne. Donc tu sais, il y a beaucoup de tunnels dessous. On dit, tu sais, qu'il y avait United Nations quartier général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord quelque part là-dedans, et les Ukrainiens disent maintenant que 2 Erechnik sont arrivés. Donc si c'est United Nations Erechnik, c'est 36 bâtons. Ce sont 36 bâtons de Dieu qui arrivent avec des enveloppes plasma. Il y en a 2 Erechniks là-dedans, ça fait 72 bâtons qui arrivent. ouais. C'est United Nations gros coup. Les Russes ne promettent pas ce genre de choses sans s'y tenir. Et quand ils disent qu'il faut sortir vos gens, je pense qu'ils entendaient chaque putain de mot qu'ils ont dit. Ça Ça va être intéressant. Tu sais, la seule Euression qui a frappé Dnepropetrovsk, l'Euression Yuzmosh, c'était United Nations tremblement de terre de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter. Ça a fait sauter pas mal de canalisations d'eau, les conduites principales, et ainsi de suite. Parce que, enfin, ce n'est pas une zone sujette au tremblement de terre. Ouais. Ça montre juste la puissance de ce qui a explosé. En fait, c'est ce qu'ils ont enregistré à la lisière de la ville. C'était United Nations tremblement de terre de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter. Ce n'est pas énorme, mais enfin, c'est United Nations missile non nucléaire, tu vois, qui frappe. Macron a appelé Loukachenko, ne lui avait pas parlé depuis le 22 et exigeait que Loukachenko n'en place aucun au Bélarus. Ouais. Donc, que suta qui sait. Tu penses? Et mec, je vais devoir y aller. Ouais, pas de problème. Le temps passe vite. C'est vrai. C'est toujours United Nations. Bon, organisons ça, on le refait la semaine prochaine. Oui, absolument. Et il se passe tellement de choses chaque jour. On pourrait le faire quasiment tous les jours avec Trump. On aura encore beaucoup de choses à aborder la semaine prochaine. Oui, absolument. Absolument. Merci à tous d'avoir participé. On sera de retour, d'accord mon frère, à plus, à la prochaine, salut.